Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue ce soir sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Bienvenue en direct et surtout bienvenue aussi à toutes les personnes, toutes les personnes qui vont regarder en replay. Donc bonjour, bonsoir. Ce soir, on vous accueille avec Thomas Eddy. Bonsoir Thomas. Bonsoir, bonsoir Charlotte, bonsoir tout le monde. Alors, vous connaissez sûrement Thomas Eddy puisqu'il vient régulièrement sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Il est praticien et chercheur en bioénergétique, géobiologue et auteur. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet qui vous concerne peut-être, ou peut-être qui concerne un membre de votre famille, un ami ou quelqu'un de votre entourage un peu plus lointain. Donc, je dirais que finalement, c'est un sujet qui est intéressant pour tous. On va parler du surpoids, mais avec un angle de vue particulier, celui de l'hérédité, de l'aspect transgénérationnel. Est-ce que le surpoids serait héréditaire? Et comment se libérer du fardeau? Peut-être que ça vous parle. En tout cas, c'est un sujet qui est vaste et qui comprend différents aspects et notamment, eh bien, celui de l'aspect transgénérationnel, c'est-à-dire comment, la transmission de schémas corporels, notamment maternels, qui remontent à la nuit des temps, ainsi que des fonctionnements métaboliques, engendrent l'accumulation des kilos. C'est ce que nous allons voir avec Thomas ce soir et nous allons voir, bah, justement, comment ça se passe au niveau de nos lignées et puis comment les choses comme ça s'enracinent, se transmettent, pardon, de génération en génération. Ce soir, Thomas vous propose, lors de cette conférence, de voir justement comment identifier la part, qui ne vous appartient pas dans la thématique du surpoids. Vous allez aussi pouvoir voir quelles sont les croyances ancestrales en relation avec le stockage véhiculé par nos familles. Quelles sont les croyances positives à adopter pour réduire le stockage? Pourquoi la cellulite? Et comment se libérer de schémas de surpoids qui ne nous appartiennent pas? Un joli programme ce soir et ce que j'aime ce soir, c'est justement qu'on va l'aborder sous cet angle transgénérationnel. Alors, Thomas, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaisseraient pas encore avant de commencer cette conférence? Et je rappelle à tous, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous allez pouvoir les poser dans le chat et je les transmettrai à Thomas le moment voulu. D'accord. Bon, je commence par le début. Je me présente peut-être un peu plus en détail. À l'âge de 13 ou 14 ans, bon, peut-être même au départ, je suis quelqu'un absolument normal, né dans une famille normale, avec un génome normal, une tête normale, vraiment rien de spécial. Pas de faculté extraordinaire, rien de qui laisse présager une carrière fulgurante dans le domaine des énergies. À 13 ans, j'ai commencé à avoir des maux de tête, mais vraiment régulièrement. Je comptais les jours, rares jours de la semaine où je n'avais pas mal à la tête. Et ce fut peut-être pendant jusqu'à l'âge de 30 ans, c'était le grand mystère. D'où ça venait, j'ai jamais compris. Je bouffais des médicaments pour essayer de diminuer les maux de tête jusqu'au jour où je rencontre une personne qui travaille avec en géobiologie, une des pionnières qui travaille en géobiologie, qui m'a fait comprendre que dans la maison où j'habitais, il y avait plein d'entités décédées et puis tel et tel autre problème. Et c'est là, gros moment eureka, j'ai compris que j'étais sensible à des choses invisibles. Et c'est à partir de là, eh bien, c'était un chemin absolument extraordinaire de chercher à comprendre ce que mes maux de tête voulaient m'apprendre. Alors, je peux dire, j'ai eu, bien sûr, j'ai eu des enseignants, des maîtres, mais mon plus grand maître de tous, parmi tous, ce sont
mes maux de tête. Et ils allaient m'apprendre, d'abord, je devais leur accorder de l'importance, parce que chaque fois que j'avais mal à la tête, c'était pas parce que quelque chose voulait me faire mal à la tête, c'est que je devais comprendre à quoi j'étais sensible. Et puis, voilà, multitude de choses. Donc, ça décrit un peu le terreau sur lequel on poussait des idées qui sortaient de l'ordinaire. Je me suis formé en géobiologie, je me suis formé en bioénergétique, en chamanisme, voilà, plein de choses. Je fais des tarots, j'ai vraiment touché à beaucoup de choses, jusqu'à ce que je trouve ma voie. Et à un certain moment de mon histoire, de mon parcours, j'ai commencé à placer des personnes à l'intérieur de leur mandala de naissance. C'est-à-dire que la carte de naissance astrologique, je l'ai posée au sol avec des marqueurs, avec des bouts de papier qui indiquaient que là, il y avait Jupiter, là, Mars, etc. Ça faisait un cercle autour de la personne qui était assise au milieu. Et l'idée, c'était de savoir, d'essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe là au milieu. C'est comme un espèce d'endroit magique, concret, où il se passe toutes sortes de choses. Et chez moi, en tout cas, dans ma pratique, ce qui s'est présenté entre autres, c'est des espèces de zones chargées et qui étaient en rapport avec ce que vivait la personne. Et peu de temps après, j'ai compris que ces zones chargées, c'était ce que j'appelle aujourd'hui un archétype transgénérationnel ou un schéma transgénérationnel énergétique, qui n'est pas physique, qui n'est pas visible du tout. Par contre, quand on s'y met dedans, on peut ressentir tout un tas de choses. Donc j'ai eu quelque part une version perceptible de la transmission non physique de caractéristiques telles que des attitudes de vie, de quelque chose qui se passe au niveau des chakras, de quelque chose qui se passe parfois même jusqu'au corps. Je vais venir. On parle toujours de la transmission transgénérationnelle, mais quand le généticien s'empare de ce sujet, il parlera de l'épigénétique. Moi, je vois qu'en fait, à travers des schémas subtils, énergétiques se transmettent beaucoup, beaucoup plus de choses qu'on voudrait le savoir, qu'on serait prêt à admettre. Notamment toute la culture passe par là. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour des migrants d'arriver dans un pays et tout de suite s'adapter. Tout simplement, ils prennent toute leur culture avec eux. Et pour leurs enfants aussi, c'est très difficile de vivre à cheval, c'est-à-dire de vivre d'un côté ce qu'ils voient autour d'eux, ce qu'ils veulent, et leur culture avec laquelle ils doivent se conformer plus ou moins consciemment. Ceci juste pour introduire le sujet du transgénérationnel, de la manière dans laquelle il se présente à moi, comme des schémas. Il y a bien sûr là-dedans une grande partie qui est aussi positive, le courage, l'endurance, l'estime de soi, des notions sur comment faire face aux difficultés, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment de tout. Il y a aussi des familles qui conçoivent que leurs enfants, c'est des futurs cadres, d'autres familles qui considèrent leurs enfants, c'est juste les prochains, les losers, ceux de la prochaine génération, ceux qui vont être à la rue, ceux qui seront rejetés, tout ce que vous voulez. Toute cette programmation se trouve là-dedans. Mais ce qui m'est arrivé, pour revenir au sujet qui va nous intéresser ce soir, il y a à peu près 15 ans, c'est une femme assez corpulente qui est venue et on s'est intéressé à son corps. Elle avait beaucoup de problèmes, mais elle me disait: «J'aimerais mieux comprendre pourquoi je prends du poids». C'est la première fois que j'ai fait ça directement, sinon c'était pas affiché, sur ma pancarte que je m'occupais du surpoids. Et ce qui était vraiment marquant, et je me souviens encore très, très bien, c'est que dans ce cercle, dans ce mandala que je posais autour d'elle, eh bien, je me suis placé à un moment et tout à coup, j'ai commencé à sentir une tension sur mon bassin. Et ces tensions étaient tellement fortes, je disais: «Mais si je reste là-dedans, je vais avoir un bassin qui fait 50 ou 60 centimètres». Et je comprenais tout à coup que la déformation d'un squelette pouvait passer par le transgénérationnel. Parce que c'est effectivement ce qui peut se passer dans des cas assez marqués de surpoids, c'est que le corps se modifie
Le bassin n'est plus le petit bassin mince, mais tout à coup, le bassin prend des dimensions et va accueillir une masse beaucoup plus importante. Alors, j'ai besoin vraiment de préciser que d'abord ce sujet, je le regarde pas du tout comme un médecin quelque part qui parle de ça comme, une approche technique. Je comprends toutes je suis là avec ma compassion pour toutes les femmes, mais aussi les hommes qui vivent des thématiques de poids contre lesquelles elles ou ils se battent, parfois désespérément, sans résultat. J'avais une amie, elle disait: «Je ne mange rien et pourtant je grossis». Donc, il existe des cas désespérés où vraiment on ne comprend pas. Donc, c'est un des sujets qui m'a intéressé, pénétrer avec mon esprit constitué un peu différemment que la norme pour essayer de dégager autre chose que les théories habituelles qui peuvent fonctionner pour un certain nombre de personnes, mais évidemment, il y a toujours des cas où ça échappe. Et peut-être c'est ça qu'on aimerait comprendre. Mais qu'est-ce qu'on doit encore comprendre? J'espère pouvoir ajouter à ce questionnement une pièce du puzzle. Donc, il y a une part transgénérationnelle, c'est certain. D'ailleurs, il suffit de le voir. Il suffit, parfois, je rencontre une personne et je vois qu'elle a un problème de surpoids. Je lui demande quelle est la problématique auprès de sa mère, de sa grand-mère, etc. Puis, la plupart des cas, eh bien, je vois que ça suit une lignée familiale. Donc, il y a un terreau héréditaire, mais pas forcément physique, mais aussi énergétique. Et on va essayer de comprendre de quoi cela est fait. Un schéma transgénérationnel, il a son origine dans une histoire qui est très, très lointaine parfois. Alors si nous, on retourne dans l'humanité, il y a quelques dizaines de milliers d'années, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Et je vous garantis, les chasseurs-cueilleurs ne devaient pas avoir beaucoup de graisse en trop, parce qu'ils devaient le porter, parce que leur vie dépendait de leur propre mobilité. Être mobile, c'est pouvoir survivre. C'est ça l'important. Il fallait suivre. Quand il y avait plus de la chasse n'était pas bonne, eh ben, il fallait aller ailleurs pour trouver nouveau du gibier. Donc, il était absolument impératif d'être mobile. Ceci a changé à peu près 12 000 ans avant notre ère, avec la première, la sédentarisation. Les traces de sédentarisation remontent aujourd'hui, on a 11 000 quelque chose, moins 11 000 l'année, dans un site que certains ont entendu parler de Göbekli Tepe. C'est en Turquie. C'est les premières traces de sédentarisation dont nous disposons. Donc ça remonte à très très loin. Mais en même temps, pour nos arbres généalogiques, c'est marquant, il y a un moment, un turnus marquant. Parce que tout à coup, avec la sédentarisation et la culture, les problèmes auxquels il s'agissait de faire face n'étaient pas une question de manque de gibier, mais des années fastes, des années moins productives. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on allait les passer par-dessus, comment est-ce qu'on allait assurer la survie de l'espèce pendant des périodes fastes. Et une des idées, parce que des fois il s'agit de bonnes idées, mais des fois il s'agit d'idées un peu moins bonnes, eh bien, c'est de se dire que plus on agresse, mieux on réussit à survivre à ces périodes fastes. Et ainsi, se sont installés des modes de conservation de graisse au cas où. Et même si c'était pas nécessaire, voilà. Puis on estimait qu'une femme qui était grosse, elle donnait à ses enfants de meilleures chances de survie, d'avoir toujours du lait. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée, parce que si je me dis que toutes ces graisses devaient accumuler aussi plein de toxines, finalement, les femmes qui donnaient de leur graisse de réserve à leur bébé, ils le nourrissaient, au lieu de les nourrir avec peu de lait, ils le nourrissaient avec beaucoup de toxines. Donc, je ne sais pas si le résultat final est très bon. Donc,
l'arbre généalogique, il n'a pas cette réflexion, c'est pas réfléchi, ce sont des réflexes de survie. Et une fois que la situation dans laquelle ce réflexe de survie a commencé à germer, elle a disparu, il reste le réflexe. Et on ne sait plus pourquoi il y a un réflexe alors qu'il n'y a pas de cause à avoir un tel réflexe. Pour expliquer l'existence de schémas transgénérationnels, j'utilise une petite histoire. C'est celle d'un père, d'un père qui se fait mordre par un serpent. Il, un homme, cet homme, il a failli mourir dans l'histoire. Et il dit ça à ses enfants, mais surtout, méfiez-vous des serpents parce que des fois, ils peuvent mordre et ça peut être très, très dangereux pour votre vie. Alors les enfants apprennent ça, ils disent, le père, il a failli, puis voilà, enfin, ils racontent cette histoire. Les enfants racontent ça à leurs enfants à leur tour. Et au bout de quelques générations, ne reste plus que la peur du serpent. Il n'y a plus l'histoire de l'arrière-arrière-grand-père qui a failli mourir. Il ne reste plus que la peur. Ça, c'est la naissance d'un système transgénérationnel. Et il est véhiculé à travers les temps sans qu'on sache pourquoi. Donc, c'est ça qui fait que dans nos arbres sont véhiculés ce genre de schémas. Ils peuvent concerner les comportements, peuvent concerner des attitudes, ils peuvent générer du stress, des peurs, des anxiétés, tout ce que vous voulez qui peut être absolument indésirable, mais néanmoins transmissible et inexplicable aussi. On n'arrive pas à dire mais pourquoi ça voyage tout simplement. Et je me suis passionné pour ces transmissions euh, transgénérationnelles pour savoir aussi de quelle manière est-ce qu'on peut se libérer. Parce que finalement, on n'a pas envie de colporter cela, puis de se dire, tiens, en plus, je vais le transmettre à mes enfants, et mes enfants vont avoir le même problème que moi. Donc, peut-être d'une manière assez intuitive, déjà très tôt dans ma vie, j'ai dit non, je ne veux pas ressembler à mes parents. Non, non, je voyais qu'ils véhiculaient des choses sans pouvoir mettre le nom dessus, des histoires. J'ai dit non, j'ai pas envie de répéter cela. Ça crée beaucoup, beaucoup de tension entre moi et mes parents qui ne comprenaient pas pourquoi je ne voulais pas devenir comme eux. Mais aujourd'hui, bon, le temps a passé, la paix s'est établie, et puis je pense que de là où ils sont, ils arrivent à comprendre aujourd'hui pourquoi je parle du transgénérationnel, parce que aussi finalement, ils ont eu à se débattre avec plein de choses qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Voilà pour cette introduction au transgénérationnel. Je sais que c'est peut-être pas évident de changer de regard, de se dire tiens, mon arbre généalogique peut comporter des choses très belles, mais aussi des trucs vachement pourris. Et plus c'est pourri, plus parfois c'est tordu, vicieux et difficile de s'en défaire. Donc, on se demandera toujours, en fait, sur quel terreau les choses poussent. Toujours, est-ce qu'il y a un terreau pour que des schémas transgénérationnels apparaissent? Alors, bien sûr. Et pendant que je parle de ça, peut-être il faudrait que je parle, là je viens de parler du schéma transgénérationnel qui touche aux femmes. Ce serait peut-être une bonne idée de parler aussi du schéma transgénérationnel qui touche les hommes. Un homme qui est au champ, qui passe sa vie à trimer, à devoir désherber, retourner la terre et tout, il ne peut pas se permettre le luxe d'accumuler des kilos parce que avec l'accumulation des kilos, il va se rendre la vie très difficile. Donc, c'est certain que quand on est dans les champs, qu'on travaille durement et tout, eh bien déjà, on mangera souvent pas trop, et puis on ne peut pas se payer ce luxe voilà, d'avoir un fardeau autour de sa taille. Par contre, quand on est propriétaire terrien, on va le montrer, va afficher sa richesse. Et comment, il y a quelques milliers d'années, les hommes affichaient-ils leur richesse? Eh bien, c'est en montrant qu'ils pouvaient se payer le luxe d'être gros. Une fois qu'on sait ça,
Et on le sait d'ailleurs dans certains pays encore aujourd'hui, le fait d'avoir une certaine corpulence est un signe de richesse. Eh bien, quand on le sait, ben, on dit, mais merde, c'est véhiculé. Ce truc, s'il est dans ma famille, eh bien, il faut quelque part, il y a des histoires qui sont très anciennes qui se jouent. Et ça explique vraiment une bonne partie de la tendance de certains hommes à devoir se battre contre les kilos qui s'accumulent autour de leur taille parce que c'est inscrit dans l'arbre généalogique. C'est, ça devient tout à coup limpide, simplement pas pour les mêmes raisons que les femmes. Tout à coup, je sais que c'est un moment de Eureka. Ah, tac, j'ai compris quelque chose. Maintenant, tout à coup, mais c'est quand même terrible ce qui est véhiculé. Comment je m'en défais? Pour ça, il faut qu'on aborde le sujet des croyances. Alors, nous avons tous des croyances. Moi, j'ai cru à un moment que j'allais pouvoir me défaire de toutes les croyances. Ben non, c'est pas possible. Nous avons tous des croyances. Ben, les croyances les plus élémentaires, les plus basiques, ce sont des croyances métaphysiques sur l'organisation du monde, de savoir s'il existe le bien et le mal, de savoir est-ce qu'il existe un Dieu, le bien ou est-ce que, euh, est-ce que quand je suis quelqu'un ou je me comporte comme quelqu'un de bien, est-ce que l'univers va me récompenser? Le monde, chacun se comporte selon une quantité incroyable de croyances, dont certaines sont bien conscientes, et au moment où elles deviennent conscientes, souvent on les appelle des valeurs. On dit voilà, moi je me comporte pas. C'est les valeurs qui attestent quelque part de croyances très présentes, très conscientes. Et d'autres choses sont beaucoup moins conscientes aussi parce qu'elles se sont installées dans nos vies antérieures, n'ont pas été réactualisées et voyagent un petit peu incognito. Et certaines de ces croyances, étant aussi métaphysiques, jouent ou des croyances aussi sur notre relation à la nourriture, à la terre, au divin, ou tout ce que vous voulez, tout ça, ça joue un rôle très important dans notre manière de fonctionner. Et si on parle spécifiquement de notre relation à la nourriture, on ne pourra jamais éliminer l'idée comment je pense par rapport au manque, puisque une partie de l'aspect de la nourriture, c'est de savoir qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai mangé. Est-ce que j'en extrais juste la quintessence et puis ce dont j'ai besoin et tout le reste, je le rejette? Ou est-ce que quelque part, au fond de mon plus grand, de mon plus profond subconscient, j'ai l'idée, eh bien tiens, ça pourrait servir au cas où jamais je suis dans le besoin. Donc, cette histoire de manque, elle va imprimer un fonctionnement profond. Donc vous avez deux choses. Vous avez d'un côté, vous avez le transgénérationnel, et de l'autre côté, vous avez quelque chose qui est très profond, qui va aussi remonter bien loin dans le passé des incarnations. Est-ce que de quelle manière est-ce que je me positionne par rapport au divin? Est-ce que je considère que ce divin et il faut que je fasse quelque chose pour le mériter? Ça, c'est le problème des religions, parce que les religions, ils ont introduit une figure qui s'appelle Dieu. Et Dieu est un Dieu psychique. C'est-à-dire, tel qu'il est décrit, il a des colères, il détruit des villes entières quand ça lui plaît pas, et tout. Nous n'avons pas reçu l'image d'un Dieu tout amour, loin de là. Donc finalement, à un certain moment, l'humanité a introduit toutes sortes de méthodes pour, soi-disant, amadouer ce Dieu qu'on a créé de toutes pièces, enfin selon moi, ça c'est ma croyance à moi, je vous laisse à chacun votre croyance par rapport à cela, mais toujours est-il, là on va se mettre d'accord, ce Dieu est un Dieu psychique, il a une psyché, et puis pour avoir droit au paradis, nous devons tout à fait, tout à coup, faire plein de choses. Donc, ça veut dire que c'est des choses que j'ai déjà expliquées dans une dernière
conférence sur la dépression, ben, c'est qu'au moment où les choses ne sont plus gratuites, on doit faire quelque chose pour obtenir le paradis. Et la même chose, on va en parler de la rareté. Est-ce que nous concevons que l'univers est infiniment généreux ou est-ce que finalement il y a rareté? Et puis que tout cela, ça dépend si je suis quelqu'un de bien et puis est-ce que je mérite ma nourriture? Est-ce que je mérite le pain qui est sur ma table? Et ainsi de suite. On va introduire une dimension psychique à tout cela et au fond de chacun, une partie peut très bien vivre encore ou survivre dans le subconscient. Maintenant, il ne s'agit pas de, de grailler là-dedans parce que finalement, ça peut être une histoire assez difficile d'aller chercher à savoir ce qui est vraiment dans ce subconscient. En tout cas, une chose, quand on veut changer de croyance ou quand on veut être sûr que quelque chose n'est pas là, c'est quand on affiche quelque part sur une pancarte sa nouvelle croyance et on se met en clair avec soi-même. Maintenant, c'est terminé. Je vis une croyance déjà en accord avec les nouveaux temps. Je dis toujours que nous avons changé d'ère, l'ère des poissons, c'est-à-dire l'ère du poisson est terminée ou en train de se terminer, et nous passons dans une autre énergie en même temps qu'on passe aussi dans une immense crise, ça tout le monde le sait, mais dans cette nouvelle énergie, nous avons quelque chose de profond à changer dans notre attitude face à l'univers. Et quand on regarde les choses d'une manière un peu différente, on voit tout à coup que nos croyances vont être celles qui déterminent ce que nous allons vivre. C'est comme si, quand je crois à quelque chose, l'univers complote pour que le monde que je vis correspond à mes croyances. Si je pense que les administrations sont sont inutiles ou qu'ils font que du mauvais travail ou qu'ils ne devraient même pas mériter de salaire et tout, je vais me créer quelque part les ennuis avec l'administration de manière à être réconforté dans l'idée que euh, je vais entrer en guerre avec l'administration et puis voir que c'est tous des imbéciles, etc., etc. Donc, je vais être réconforté. Si je pense que je dois être sage pour aller au paradis, eh ben, on va me servir cela. Puis je devrais faire toutes sortes de choses qui vont bien montrer que je devrais vraiment, tout le temps, je suis sollicité pour donner coup de main, pour me sacrifier ma vie. Et puis je dirais, oui, oui, quand j'aurais bien sacrifié ma vie, j'irai au paradis. Ça existe aussi, c'est des mères de foyer qui ont sacrifié toute leur vie pour leur famille et leurs enfants, et puis qui n'ont jamais su écouter leurs propres besoins. Ça, c'est une réalité et ça correspond à cela. Maintenant, si on revient, prend cette même idée, ce que je vis correspond à mes croyances, parce que c'est vraiment un fonctionnement de l'univers. Si je conçois que je vis dans un univers de manque, bien ce manque, il va m'être servi. Je vais le voir, ce manque. Je vais le vivre et je vais dire, bah oui, j'avais bien raison de penser que nous vivons dans un univers de manque, parce que c'est bien comme ça se passe. Donc, il y a vraiment une forte chance que le monde que vous pensez être réel, hein, ce monde-là, en fait, c'est juste le monde qui vous est montré. Et que, en fait, la réalité, c'est la réalité de nous tous, c'est la somme de toutes les réalités. En fait, pour ceux qui il y en a qui croient au manque, ceux qui n'y croient pas. Et puis, la somme de tout ça, c'est que tout est possible. On peut vivre vraiment tous les aspects les plus généreux de l'univers qu'on peut vivre dans un endroit le plus hostile et puis être absolument certain que la vie, c'est un enfer. Il y a vraiment de tout. Donc moi, je préfère développer ce que j'appelle des croyances positives. Donc, en ce qui concerne la nourriture, c'est la même chose. On va se dire, mais quelles sont les croyances positives que je peux développer? C'est-à-dire, je bazarde les pensées qui sont génératrices de problématiques et j'adopte de nouvelles croyances qui sont beaucoup plus porteurs. Voilà, je fais une petite pause à cet endroit, juste pour voir
s'il y a une question à laquelle ce serait bien de répondre. Mmh. Alors, il n'y a pas de question particulière et en même temps, tu nous parles, justement, de ces croyances. J'en profite simplement pour, parler de l'atelier que tu proposes le mercredi 17 avril à 20 heures pour se libérer justement du fardeau transgénérationnel qui engendre le surpoids et justement dans cet atelier, tu vas nous apprendre comment modifier ces croyances, pour justement favoriser l'élimination et comment installer une nouvelle relation avec l'idée du manque. Voilà, l'élément clé du stockage, ce dont tu viens de nous, partager. Donc là, durant l'atelier, tu vas nous proposer notamment une méthode qui va nous permettre de nous libérer, et puis, tu vas aussi, bah, approfondir justement comment modifier favorablement les croyances liées au surpoids, identifier les schémas transgénérationnels, modifier favorablement notre ancrage pour une meilleure élimination. Donc simplement, je mets dans le chat pour les personnes qui sont déjà intéressées, que le sujet interpelle, que vous sentez l'appel, je mets dans le chat le lien pour les personnes qui sont en direct pour rejoindre cet atelier et pour les personnes qui regardent ce replay sur YouTube, le lien est simplement en dessous dans la description. De même sur l'académie de la nouvelle vie, c'est tout en bas de la page pour vous inscrire. Voilà, le mercredi 17 avril à 20 heures. Et est-ce que tu peux nous dire, par rapport à cet atelier, à ce travail sur les croyances, qu'est-ce que ça va, pouvoir nous apporter? Alors, ce que je conçois, c'est que il est possible d'alléger, comme on a dit, ce fardeau transgénérationnel par un travail en conscience. C'est-à-dire, tout à coup, première chose d'un travail en conscient, c'est d'essayer d'identifier de quoi on parle, de quoi il est question. Puis une fois qu'on l'a identifié, de se dire: «Bah, quelles sont les méthodes ou quels sont les protocoles que j'applique pour rendre quelque chose d'autre effectif, pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui vienne se prendre à la place, tant au niveau des croyances qu'au niveau du transgénérationnel, puisque ces 2-là, comme on a pu le voir, sont un peu couplés. Voilà. C'est carrément un couplage parce que finalement, l'apparition du transgénérationnel réside typiquement pour le problème qu'on regarde aujourd'hui, il se passe aussi sur un terreau où il y a une idée de manque. Donc il se peut aussi que cette même idée soit toujours retransmise encore dans l'arbre transgénérationnel sous d'autres formes. Donc c'est intéressant d'aborder ça dans une manière juste un peu plus globale pour arriver à vraiment remplacer effectivement des systèmes de fonctionnement, on pourra dire quasi toxiques, par des systèmes de fonctionnement naturels. Et c'est ça que, voilà, je vais tout à l'heure parler encore d'un système naturel. Mon avis là-dessus, c'est qu'en fait, nous, de manière naturelle, nous ne sommes pas faits pour prendre du poids. Simplement, de manière naturelle, des fois, nous devons devenir conscients des mécanismes et les aider, c'est-à-dire prendre bien conscience. Tout le monde peut faire entre guillemets des abus, mais quand on de nourriture, de fêter et puis juste après, prendre conscience que là, on a tiré un peu sur la corde, qui ensuite, il faut rééquilibrer. Ça, c'est l'aspect naturel des choses. L'aspect non naturel, c'est que on va pas fêter puis le payer après. Ça, c'est pas naturel. Il y a autre chose que je voudrais pouvoir aborder aussi dans cet atelier, ce sont typiquement des aspects liés à la non-élimination. Ça aussi, c'est un truc, une chose que je vais pouvoir vous expliquer exactement ce qu'il faut faire. C'est que, ah, je vais expliquer l'histoire de A à Z. En fait, euh, au début, au début de tout, le divin qui était le un, qu'on nous appelle le un, eh bien, il s'est séparé. Il s'est séparé en deux parties pour former le divin d'en haut, l'angélique, et
le divin d'en bas que nous allons appeler le sacré. Alors dans cette vision, ce qui est en haut, ce sont les anges, c'est l'intention divine, c'est ce que nous allons demander en haut, c'est tous nos bienfaits, nous allons les demander en haut, alors qu'en bas, c'est la terre. Et nous allons remercier la terre pour ce qu'elle nous donne. Ce sont les attitudes qui sont justes. Et que cette attitude qui est naturelle et juste, elle était aussi pervertie. Et ça se retrouve notamment dans cette prière que beaucoup de nous ont dû apprendre, où c'était dit Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, en tout cas dans la version où moi je l'ai appris. euh, eh bien, elle comporte une perversion de savoir que, en fait, là-haut, c'est pas de là-haut que vient le sucre et la bonne nourriture. Les bonbons, non, ils viennent pas de là-haut. Ni la nourriture qui nous nourrit vraiment, ça vient de la terre. Donc, c'est une relation avec la terre qu'il s'agit de travailler dessus. Le sujet de l'ancrage, je l'ai traité plusieurs fois, mais je reviendrai, je profiterai à de l'occasion pour vous donner des trucs très précis pour vous aider à améliorer la relation avec la terre. C'est-à-dire vraiment des trucs, vraiment des choses qui fonctionnent, qui sont peut-être une fois et qui paraissent simples, mais en fait, ils sont puissants puisqu'ils vont modifier notre conscience même d'êtres humains. C'est très d'êtres humains à la bonne place et pas euh, dans- quand on est à la bonne place, on prend conscience de notre position entre le divin en haut et entre le divin d'en bas. Et à ce moment-là, on devient pleinement créateur, puisque nous participons en étant pleinement créateur à la création de notre futur. Et ça, c'est prendre notre place. Quand nous pensons que nous sommes juste nous avons été créés, et puis qu'ensuite il s'agit de se conformer pour pouvoir rejoindre Dieu en fin de notre vie, ça, c'est un avilissement. Avec ça, nous tenons pas compte de notre nature ou nous donnons quelque part aucune chance d'aller vers plus de réalisation de soi-même. Et, euh, le, et le fait d'être encombré, que ce soit d'idées pesantes, que ce soit de matière pesante et tout ça, ça nous empêche d'être pleinement créatif. Donc ça va dans le même sens. S'alléger, c'est aussi enlever tout ce qui est superflu pour nous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel dans nos vies. Donc ça fait partie de l'atelier qui sera donné oui, le 17 avril, où vraiment j'ai envie de partager des recettes qui fonctionnent sur l'ancrage et qui vont vous aider à activer les circuits d'élimination, parce qu'il y en a plusieurs. Et, et je le vois, moi, j'ai un moyen de voir très vite, avec un petit clin d'œil, je vois tout de suite les personnes où ces circuits sont actifs, où ils sont inactifs. Je me suis entraîné à ça, hein, où je me suis amusé quelque part de voir cela autour de moi. Et j'ai aussi vu la quantité de personnes qui prennent du poids, qui prennent inutilement du poids tout simplement parce que leur corps n'est pas capable d'éliminer correctement leur corps. Je parle du corps énergétique parce que s'il n'y a pas que l'élimination physique, euh, ça c'est un aspect, il y a aussi une élimination subtile, tout simplement parce que quand vous mangez une feuille de salade, d'abord vous coupez la salade, eh bien il y a un principe divin, on pourrait dire que c'est l'âme ou l'esprit de la salade qui claque, qui monte. Et puis l'autre partie qui reste, c'est en bas, c'est la partie qui est sacrée, qui appartient au divin d'en bas. Et cette partie, on va la manger. Mais en même temps, cette partie qu'on va manger, eh bien, elle contient des cellules. Et puis dans chaque petite cellule, il y a à nouveau un petit principe divin qui doit remonter. Et dans chaque petite cellule, il y a plein de matière sacrée qui doit pouvoir se décomposer et retourner vers la Terre sur un point de vue énergétique. Donc, digérer sur un vue du point de vue énergétique, c'est permettre à ce qui doit monter, ploc, de monter, et ce qui doit descendre, de redescendre. Ça, c'est la digestion
dans sa totalité et chez beaucoup de personnes, et notamment aussi dans les problèmes d'accumulation de graisse et cellulite et autres, vous avez cette problématique de la digestion qui se passe peut-être pour tout ce qui doit monter, mais qui est bloqué pour tout ce qui doit descendre, j'ai dit. Et en plus, les tissus, j'ai dit à un moment que j'allais juste dire quelque chose par rapport à la cellulite. Le tissu de cellulite, si je me branche dessus, en termes comme qu'est-ce qui se passe dans ces tissus, j'ai souvent observé que souvent c'était du tissu qui cherchait à obtenir du sucre qui vient d'en haut. Donc c'est comme une espèce de déformation, comme nos enfants qui voudraient avoir un petit bonbon à la sortie du supermarché. Eh ben, la cellulite voudra avoir sa dose de sucre, mais qui vient quelque part d'en haut, comme une sorte de perversion de l'attitude face à la nourriture qui se déroule au niveau de la cellulite. C'est ça que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et il y a, en prendre conscience, c'est un premier pas, trouver des protocoles pour diminuer cela, c'en est un autre. C'est le prochain pas. Voilà ce que je voulais impérativement partager. Merci Thomas d'avoir, éclairé, ce que tu vas aborder lors de l'atelier et ce que ça va nous apporter. Hem, je te laisse, continuer si tu veux partager, d'autres, éléments par rapport, au thème, de ce soir. Donc, on a vu en effet, les croyances, justement ce qui nous appartient pas, comment aussi, quelles sont, les croyances, positives pour adopter, justement pour réduire le stockage, pourquoi la cellulite et comment on pourrait aller plus loin, pour libérer ces schémas, de surpoids, justement? Alors peut-être ce que j'ai besoin de dire, c'est que je suis pas loin de me considérer comme étant le gourou, le grand Manitou de l'élimination ou de la ligne d'une belle ligne. Loin de là, parce que je pense que c'est vraiment c'est une problématique qui se déroule sur plusieurs plans. Et de chercher à améliorer l'élimination par des tisanes, de faire des massages des lymphes, toutes sortes de pratiques de sport et tout. Je pense que c'est un ensemble. Je ne me considère pas du tout comme étant celui qui va définitivement régler la thématique. Simplement, mon regard, il prend une direction bien particulière, ou c'est un aspect bien particulier, et que je considère, euh, j'ai beaucoup d'estime pour toutes les autres pratiques. Je vois que tout est complémentaire, et puis surtout, j'ai une idée que parce qu'il y a quelque chose qu'on fait au niveau des croyances, ce qu'on entreprend sur le plan plus concret, plus physique, que ce soit du sport ou que ce soit la nourriture et tout, portera beaucoup plus de fruits. C'est un ensemble où une technique et l'autre vont être complémentaires et se renforcer mutuellement. Ça, c'est vraiment ma croyance par rapport à ça. Donc, beaucoup de respect pour tous ceux qui font des recherches, qui essaient de comprendre les mécanismes d'accumulation des cellules, qui ont des théories novatrices et tout. Vraiment, je crois on a besoin d'être beaucoup pour essayer de traverser avec notre esprit cette logique de notre corps quand elle n'est pas alignée avec ce qu'on voudrait. Parce que comme j'ai dit tout au début, la logique initiale de l'être humain, c'est de fonctionner selon des schémas qui sont de chasseurs-cueilleurs. Ou à la rigueur, il y a un autre point de vue, et je profite d'avoir un petit moment encore pour partager, parce que ça peut inspirer certains d'entre vous. À quoi est-ce que je me rattache quand je voudrais ma taille fine? Bien sûr, il y a ceux qui se rattachent à la bouteille de Coca-Cola, mais ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Ou je pourrais aussi dire, tiens, je regarde la Vénus de Botticelli et j'aimerais bien lui ressembler. Ou moi, je regarde le beau David sur la place devant les offices à Florence. C'est un musée magnifique et devant, il y a une immense statue en marbre.
qui est vraiment extraordinaire. Voilà, je pourrais dire: «Tiens, j'aimerais bien ressembler à ce beau David». Ce sont nos modèles. Mais il y a un modèle qui est celui du pour certains, ils trouvent leur modèle auprès des chasseurs-cueilleurs. Ils sentent vraiment qu'ils ont une connexion aussi avec les Amérindiens, qui peuvent avoir cette connexion et se dire: «Ben, tiens, ça, c'est ma connexion. J'aimerais pouvoir à donner plus d'importance à cette connexion avec soit les Amérindiens, soit avec les chasseurs-cueilleurs, avec les nomades. Et il y a un autre type de connexion qui est aussi tout à fait importante. C'est la connexion avec les extraterrestres. Bah, peut-être c'est un sujet qu'on peut aborder aujourd'hui beaucoup plus librement qu'il y a quelques années. C'est que ben, l'humanité a été n'est pas juste le fruit de l'évolution du Cro-Magnon ou de l'Australopithèque, de l'homme primitif, du singe L'Opithèque. vers Australopithèque, vers qui nous sommes aujourd'hui. C'est, ça s'est passé par paliers successifs. Et c'est on le sait maintenant parce qu'il y a beaucoup des éléments qui nous permettent de d'étayer ces thèses. On sait que ce sont des problèmes d'hybridation, de la présence d'extraterrestres qui ont introduit des génomes, des fonctionnements qui ne sont pas ceux des primates qui étaient à l'origine sur Terre et qui ont commencé peu à peu à modifier ou créer le Homo sapiens que nous sommes aujourd'hui. Donc, savoir que à la fois nous avons un potentiel inouï qui est celui de qui nous vient du cosmos. Et une autre chose aussi, je n'ai pas vu, en tout cas moi, dans tout ce qui est arrivé dans mon champ de conscience, je n'ai pas vu d'extraterrestres qui se promènent avec des kilos en trop. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ne mangent même pas de nourriture physique. Ils mangent, ils se nourrissent d'énergie. Donc, on peut, certains d'entre vous peuvent sentir qu'au fond d'elles, au fond d'eux, ils viennent d'ailleurs. Ils ont quelque part une connexion avec les Pléiadiens ou les Arcturiens ou les Andromédiens et encore d'autres. Il y a vraiment, vous pouvez vivre cela, en fait, de vous dire que au fond, vous n'êtes pas terrestre, vraiment, vous n'êtes pas vraiment terrestre. Et c'est aussi un aspect important de se dire que ce programme terrestre, au fond, vous l'avez endossé parce que vous êtes arrivé sur Terre, vous l'avez pris, mais c'est pas vraiment votre propre véritable nature. Donc, ça aide aussi à faire la part des choses et dire, ben, vous avez pris cet humain pour vous, eh bien, dans l'unique but, c'est de le transformer. Et votre conscience, c'est ce qui vous permet de transformer cela en quelque chose de plus positif. Et, euh, et par contre, vraiment dans l'idée de ne pas continuer à reproduire pour chercher à ressembler à ces humains lourdeaux, mais plutôt commencer à faire monter la fréquence vibratoire. Ça, c'est un aspect. Et derrière le fait de faire toute cette démarche et tout, il va y avoir un aspect spirituel indéniable. Perdre ces kilos, c'est pas juste pour ressembler aux photos dans les journaux de mode, c'est pour être mieux avec soi-même. Puis ça, c'est la question, qu'est-ce qui vit en moi-même? Quelle est la figure idéale qui vit en moi? Et puis si c'est vraiment même une figure vraiment super svelte ou qui vient d'un autre monde, eh bien c'est OK, ça fera monter la vibration. Je ne sais pas si j'ai pu partager vraiment la quintessence de ce que je veux apporter. C'est souvent un message qui rejoint tout ce que d'autres apportent en termes de vouloir monter la fréquence sur Terre. Et même le sujet du surpoids participe cela. Ah, c'est intéressant. Si je comprends bien, c'est se connecter justement, à ce dont on pourrait s'identifier, que ça soit les chasseurs-cueilleurs, les Amérindiens, les extraterrestres, pour se rappeler, comme, de l'origine à laquelle, on est identifié ou on souhaite s'identifier et prendre un peu de distance, par rapport au programme, actuel de l'être humain, quelque chose comme ça? Oui, merci de traduire ma pensée ou de la reformuler.
Mmh. C'est ça? C'est Mmh. voir si j'ai bien compris, OK. Tout à fait. Mmh. D'élever notre pensée, parce qu'elle est bien basse parfois, et puis de vraiment d'élever ce niveau de pensée par rapport à qui nous sommes, parce que nous ne sommes pas ce que l'humain est aujourd'hui. Je ne sais pas si vous saisissez. Nous ne le sommes pas, nous sommes bien au-delà. Et c'est ça, développer notre potentiel, c'est aller vers qui nous sommes et pas ce que, autour de nous, on nous fait croire que nous sommes. Est-ce que tu peux développer peut-être un petit peu? Qu'est-ce que c'est, aller vers, qui nous sommes? Oui, ce sera de l'improvisation. Hem, Quand je prends conscience de qui je suis, tout à coup, je réalise qu'en fait, chez moi, il y a des aspects déjà qui ne se rangent pas du tout dans ce qu'on dit: «Un humain, il est ceci ou cela», ou bien ce que les psychologues essaient de nous mettre dans des petites cases, bah, celui-là, il a tel trouble, celui-là a tel dysfonctionnement, il a telle maladie et tout. Nous sommes définis par nos maladies plutôt que d'être définis par notre potentiel. On ne voit toujours que nos problèmes, on voit jamais le potentiel. Quand on a un enfant qui a des troubles, on le range tout de suite, clac, dans le tiroir, mais au fond, on oublie que c'est un enfant qui a un potentiel peut-être même plus grand que la moyenne des personnes. Donc, tout à coup, ne plus chercher à se définir par nos problèmes, mais chercher à faire croître notre potentiel, ce que nous avons des qualités qui ne sont peut-être pas celles qui correspondent le plus à ce qu'on voudrait voir globalement ou dans le moule dans lequel notre société voudrait nous presser pour être des ouvriers au service de la consommation. Non, nous sommes tous au service de, quelque part, de l'univers. C'est quelque chose de plus noble dans lequel nous allons chercher à trouver une raison d'être. Et c'est ça, pour moi, aller vers soi-même, vers découvrir son potentiel, c'est savoir que nous ne sommes pas faits pour être au service d'une machine, mais c'est que nous sommes quelque part les précurseurs. Par le fait de sortir du lot, nous sommes le précurseur de ce qui devrait venir. Donc déjà, au niveau de la tête, il y a une grosse mutation, de se dire, tiens, au lieu de me conformer à l'idée qu'on voudrait, à l'idée d'une idée que je devrais rentrer dans telle case ou tout ça, bah, finalement, je vais finir par un job qui va m'ennuyer toute la journée et je devrais subir tout ça. Non, c'est l'idée de se dire, ben tiens, j'aimerais créer le monde de demain dans lequel des êtres comme moi se trouveront à leur place. C'est ça que je trouve qui est, que, que je voudrais promouvoir. Peut-être j'ai la chance de moi me sentir à ma place aujourd'hui et je voudrais que ceci puisse être multiplié des millions de fois, que des personnes disent, ben voilà, maintenant, Mmh. je commence à me sentir à ma place sur cette terre, plutôt que de souffrir d'un monde qui ne me convient pas. Mmh. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire se sentir à sa place? Parce que finalement, on a déjà notre place. Comment on se sent à notre place? Et peut-être pour toi, tu as aussi, Charlotte, tu as aussi trouvé ta place par Mmh. les activités que tu pratiques. Mais je connais beaucoup de personnes qui disent, par exemple, d'elles-mêmes, qu'ils ont l'impression qu'ils se sont trompés quand ils se sont incarnés, puis qu'ils se sont trompés, qu'ils sont allés dans le monde. Mmh. Ils disent quasi, Dieu s'est trompé. Qu'est-ce que je fais ici? Ils sont très nombreux, ces personnes. Et ben non, peut-être Dieu ne s'est pas trompé, mais c'est eux qui ont une vision qui fait qu'ils pensent comme ça, qui finissent par être comme ça. Parce que le monde, eh bien, il s'agit de le transformer pour que des êtres qui sont, parce que nous on est tous différents, on a tous des particularités, nous avons tous une graine de génie en nous, et puis pour que cette graine de génie puisse croître, eh bien, nous devons participer à modifier le monde dans le sens où nous le désirons. Donc, c'est ça qui prendre conscience que nos désirs sont à la base de quelque chose de différent. Mmh. OK. Donc être, pour toi, être, se sentir à notre place, c'est sentir qu'on a comme,
une utilité aussi, Ah oui, dans ce monde. Mmh, oui, qu'on a un rôle à jouer mmh. dans cette transformation qui, à l'heure, en tout cas maintenant, est très, très active. OK, merci pour ces réponses, improvisées. Est-ce que tu as envie de rajouter, d'autres, éléments par rapport, à cette, au thème de cette conférence, au surpoids, à l'hérédité, à comment se libérer, du fardeau? Alors bien sûr que tu vas aller plus loin dans l'atelier, mais, est-ce que tu as envie de rajouter, d'autres choses avant de conclure cette, conférence? J'ai l'impression d'en avoir déjà dit, vraiment plus que ce que j'avais l'intention de le faire au début et que, ce qui me pas je pourrais pas le faire avant vraiment, il y a vraiment un moment où j'introduis tout ça, où je dis: «Ben, voilà, c'est ça, ça c'est le matériel sur lequel qui sera le départ du travail que nous allons faire lors de l'atelier» et Mmh, je serais content déjà quand je commencerai à l'atelier et puis je pourrais dire: «Ben, voilà, je vous ai expliqué ça, ça, ça. Maintenant concrètement, nous allons passer au protocole ou à la méthode c'est ça, qui à la permet pratique. d'avancer. Voilà, donc je ne pourrais pas créer, voilà, Mmh, c'est vraiment la petite pause que j'intercale. Ok, maintenant c'est la pause café ou peut-être c'est plus l'heure du café. C'est la pause et après on va se revoir pour cet atelier pour aller vraiment aborder les choses concrètement. Puis qu'est-ce que je fais réellement? Comment je peux mmh, mettre en place cela? C'est pas difficile, c'est simplement des protocoles, c'est même qu'est-ce que j'affiche dans ma cuisine pour que ça me donne envie. Tiens, voilà, ça donne la ligne. Quelle est la ligne que je mets en place pour me situer ou pour construire quelque chose de différent par rapport à ce que je vis maintenant et qui n'est pas satisfaisant. mmh, merci, bah, c'était bien clair. On va laisser infuser, faire justement cette, pause, la proposition et que vous puissiez, intégrer déjà ce qui a été, dit par Thomas, ce soir et puis nous rejoindre, lors de l'atelier mercredi 17 avril, à 20 heures pour justement se libérer du fardeau et là d'aller, dans la pratique pour vous accompagner, là-dedans. Tu as des remerciements, notamment de Chantal ce soir. Merci à toi. Merci Merci. à vous pour, ce retour. Bien, eh bien, nous arrivons à la fin de la conférence. Je te remercie, pour, ces échanges, pour, ces angles de vue aussi qui changent de ce qu'on peut, entendre, d'ordinaire. Donc merci, Thomas. Merci à tous pour votre présence, que ça soit en direct ou en replay et on se retrouve le mercredi 17 avril à 20 heures pour l'atelier avec Thomas. Merci Thomas. Merci Charlotte et merci à tout le monde pour sa présence. Merci. À bientôt à vous tous. Bonne soirée ou bonne journée. Bonne soirée.